Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les plateaux de l'Express TV, francophone cette fois. Pour vous, nous recevons un homme des médias, un activiste en direct de Tel Aviv. Monsieur Eddie Cohen, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur nos plateaux et l'on souhaiterait vous poser la question sur les derniers événements auxquels nous avons assisté dernièrement quant à la reprise entre le Maroc et Israël. Que pensez-vous de cette reprise de relations diplomatiques? Je pense, moi, comme tout le peuple d'Israël, on est très content, on est très ravis. Finalement, comme on dit, finalement, le Maroc va établir des relations diplomatiques avec Israël. On attendait ça depuis longtemps. On a vieilli en attendant cette information. On est très ravis. Je blâme aussi un peu les Marocains. Pourquoi vous avez attendu tant de temps pour rétablir les relations? On n'est pas des ennemis, on n'a pas de rivalité entre nous. Il y a pas, on n'a pas eu de guerre ensemble. C'est pour cela on est très ravis et tout le gouvernement et tout le peuple d'Israël est très content pour ça. Le Maroc a annoncé sa reprise de relations après justement que Israël ait normalisé avec d'autres pays. Pourtant, l'engouement ressenti pour le Maroc était beaucoup plus important. Pourquoi, à votre avis? Oui, je vous dis, les Juifs n'ont pas habité aux Émirats. Les Juifs n'ont pas habité au Bahreïn, pourtant il y avait quelques dizaines. Les Juifs n'ont pas habité au Soudan, ce qui est rapport avec l'État du Soudan. Et il y en avait 200, peut-être plus, presque 300 000 Juifs ont habité au Maroc durant les années 40, 50 et 60 du siècle dernier. C'est-à-dire, ici en Israël, on trouve plus qu'1,5 million de Juifs que leur père ou leur grand-père est né au Maroc. On est très attaché à la culture marocaine, on entend souvent la musique marocaine, on mange chaque jour presque, ou chaque semaine, la nourriture marocaine, les coutumes marocaines. Jusqu'à présent, j'avais un ami, et il y avait quelques mois, il a fait ses fiançailles, il a fait le Hina. C'est juste les Juifs marocains, ils font le Hina ici en Israël. Et il y a la langue aussi. Les Marocains, ils aiment le Maroc, ils visitent le Maroc, même les dernières années, les Israéliens ont toujours pu rendre visite au Maroc. Et il y en a des grands rabbins, très grands rabbins, qui sont décédés et enterrés dans le territoire marocain. C'est-à-dire, je veux dire, on est des voisins malgré la distance et on n'est pas des ennemis. On est des amis, on est des frères plutôt. Côté opportunités économiques, quels seraient les secteurs, à votre avis, où la complémentarité serait porteuse pour les deux pays, bien entendu? Premièrement, la touriste, les sites touristiques, les Israéliens, des centaines de milliers d'Israéliens veulent, aussi moi personnellement, on veut rendre visite au Maroc. Il y en a plusieurs raisons pour ça. Moi, par exemple, je ne suis pas marocain, mais je veux rendre visite au Maroc. Je veux voir les synagogues des Juifs. C'est un rapport un peu à l'histoire. Le Maroc n'a jamais tué les Juifs. Le Maroc n'a jamais démoli des synagogues. Le Maroc, contrairement aux États arabes, il n'a pas tué, il n'a pas kidnappé, il n'a pas annulé la nationalité marocaine des Juifs. Contrairement, il y en a des milliers de Juifs marocains qui habitent, dans ce moment-là où nous on parle, ils habitent au Maroc, ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été enlevés, et il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu de problème entre les Juifs et les autorités marocaines. C'est-à-dire, les Israéliens, ils veulent rendre visite à leur pays natal ou le pays de leur grand-père. Et pas seulement les touristes et les investisseurs, on veut investir. Je crois que les Israéliens, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais le commerce, par exemple, moi personnellement, j'aurais bien voulu acheter de la nourriture marocaine.
Vous voyez, c'est-à-dire le commerce aussi va jouer un rôle, et pas seulement Israël, les Marocains aussi peuvent rendre visite, et les hommes d'affaires marocains, et investir en Israël. C'est un pays plein d'opportunités. Moi, je pense que tout doucement, il va y avoir de la commerce entre les deux pays, et je suis très optimiste. Certains observateurs estiment que le rapprochement maroco-israélien pourrait servir le processus de paix entre Israël et la Palestine. Partagez-vous cet enthousiasme et dans quelles conditions, selon vous, cela se ferait-il? Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. Et les Palestiniens, ils ont refusé que les États-Unis soient leur intermédiaire avec les pourparlers et les négociations entre Israël et l'autorité palestinienne. Ils n'ont pas confiance en Américains. Et je pense que Sa Majesté, le Maroc, le roi, personnellement, il peut jouer un rôle pour entamer ces pourparlers, ces négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. Je vous dis pourquoi. Et quand on a fait la normalisation ces dernières semaines entre les Émirats et le Bahreïn et le Soudan, les Palestiniens, ils ont nommé l'Émirat et le Soudan qu'ils ont trahi la cause palestinienne, ils ont trahi la mosquée Al-Aqsa, ils ont trahi le peuple arabe. Mais quand on a entendu la normalisation du Maroc, silence. Les Palestiniens, M. Abbas, il n'a rien dit. Je ne sais pas c'est quoi les raisons, mais je sais que les Palestiniens, ils ont beaucoup de respect pour le roi et pour tout son appui ces dernières années qu'ils ont appuyé l'autorité palestinienne. C'est pour cela, je pense que le Maroc, le roi peut jouer un rôle pour amener ces deux hommes-là, M. Netanyahou et M. Abbas, dans le palais royal et commencer à parler. On a marre, on veut la paix aussi avec les Palestiniens. Je pense que le Maroc peut jouer ce rôle. Alors, nous allons parler d'autre chose. Nous allons plutôt parler de la vie politique dans votre pays. Donc, comment pouvez-vous nous décrire aujourd'hui la vie politique chez vous? C'est très difficile en une minute de vous décrire tout ça, mais je vais être un peu efficace en vous disant que c'est un peu comme l'Angleterre. On a un président qui est élu chaque 7 ans. Ce président, il n'a pas de pouvoir politique, il ne se mêle pas de la politique, mais il est tout à fait comme le roi d'Angleterre. On a le gouvernement qui doit être formé, une coalition qui doit être formée avec 61 membres du Knesset. Le Knesset, c'est le Parlement israélien. On a 120 membres Parlement, 120, et le gouvernement doit avoir 61 pour former la coalition. On a plusieurs partis politiques. Il y a des partis religieux, il y a des partis anti-religieux, il y a des partis arabes, il y a des partis sionistes, il y a des partis de gauche, de droite, des juifs séfarades, des juifs ashkénazes. On a un peu de tout. Il y a à peu près combien de partis politiques dans votre pays? On a une vingtaine, mais on a une quinzaine qui réussit, qui aboutit en fin de compte d'être élu. On a une trentaine, on a un parti qui veut légaliser la drogue. On a un parti pour les hommes, parti pour les femmes, parti pour les animaux. On a plein de tout. Mais le parti qui réussit en fin de compte entrer la Knesset, c'est une dizaine ou une dizaine. Et c'est pour cela qu'on est une démocratie. C'est ça que je voulais dire. On est la seule démocratie. Nous, on vit dans le Moyen-Orient. Et je vous dis la vérité. Les voisins, c'est le Liban, c'est l'Égypte, c'est la Jordanie. Et on est le seul pays démocratique dans le Moyen-Orient. Et ça, on est très fiers de ça. Les commentateurs politiques ont déclaré à plusieurs reprises dans la presse internationale que la gauche politique de votre pays était amenée à disparaître. Ont-ils raison? Elle est presque disparue. Oui, oui. Il y a des différences idéologiques entre la droite et la gauche. Il y a aussi l'extrême gauche. C'est ça, c'est vrai. Et la gauche ici en Israël, elle est un peu comme la gauche en France.
on a des différences en point de vue idéologique et ce que rapport avec la cause palestinienne, par exemple, on a des différences. Et la gauche n'a pas de problème de se débarrasser du Golan, par exemple, ou des territoires israéliens. Et la droite, elle ne veut pas. Les droites sont plus patriotes que la gauche. La gauche, elle a refusé que les États-Unis ouvrent l'ambassade à Jérusalem, tandis que la droite, il veut. Et la gauche, c'est vrai, on ne voit plus des partis de gauche, mais ça, c'est la vie politique. Il y en a aussi extrême gauche, un parti, les juifs, un juif judéo-arabe. Il y en a un peu de tout. Il y a de la tolérance. C'est un pays démocratique, il y a un peu de tout. Il y a aussi de la droite, il y a aussi l'extrême droite. Il y a aussi de l'extrême droite. En tout cas, je présume que vous êtes de droite, Monsieur Eddie Cohen. Moi, je préfère ne pas dire tout ce que je pense. D'accord. Donc, on laissera vos penchants politiques à part. Et par contre, en parlant de démocratie, il paraît que la Cour suprême d'Israël s'est réunie mardi dernier pour une session extraordinaire afin de discuter d'une pétition présentée par des groupes de défense de droits humains qui réclament justement l'annulation d'une loi très controversée, parce que rappelons-le, Israël n'a pas de constitution, mais il y a des lois fondamentales. Donc cette loi controversée qui définit officiellement Israël comme l'État-nation du peuple juif. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, c'est une loi qui elle n'est pas très aimée par les minorités qui habitent en Israël. Mais je vous dis la vérité, Israël, c'est un État juif, c'est vrai, il a été fondé par les juifs, mais ce n'est pas un État juste pour les juifs. C'est-à-dire, les minorités, ils vivent ici, et les Arabes, chrétiens, et Druzes, Bédouins, et tout ce que vous voulez, ils ont les mêmes droits que moi. Il n'y a pas de racisme en Israël. Vous écoutez souvent les médias antisémites en Europe ou les médias arabes qui font du lavage du cerveau. Et depuis 70 ans, ils disent que les Juifs sont comme ça, les Juifs veulent dominer le monde. Et tout ça, c'est des théories, c'est des conspirations. Et il ne faut pas croire en toutes ces choses-là. Et cette loi, c'est vrai, elle ne plaît pas à beaucoup de gens. Moi aussi, je ne vois pas pourquoi cette loi elle est faite. Mais je vous dire que l'Arabie Saoudite, la Constitution, c'est le Coran et le Vatican. Il y en a beaucoup, et aussi l'Égypte. Les lois, ils viennent du Coran. Ici, on a un seul pays. Les Arabes, ils ont 22 pays. Et je ne sais pas pourquoi ils nous critiquent. Et il faut, on n'est pas, c'est pas de la critique, c'est une question comme une autre par rapport effectivement à, je suppose que c'est une constitution en pleine gestation. Si vous avez des lois fondamentales aujourd'hui, c'est que demain vous allez avoir une constitution. Le débat est sain et la question c'est vraiment un peu pour connaître ce qui se passe, mais voilà. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu politique cette loi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette loi. C'est pour empêcher quelques Palestiniens qui habitent en dehors d'Israël, ils veulent retourner ici. Cette loi, elle est un peu politique, ça a rapport avec... Il y a des fédérer et ramener un peu les autres juifs qui sont, et leur dire, voilà, c'est le foyer. Bon, ben, c'est une corde. Alors, notre interview prend fin, M. Eddie Cohen, mais j'ai une petite requête à vous faire. Auriez-vous des informations sur qui seraient les personnes qui vont justement s'occuper du bureau de relations entre Rabat et Tel Aviv? Auriez-vous un nom à nous donner? Non, je sais que le ministère des Affaires extérieures, c'est eux qui sont chargés pour faire ça. Et on va, j'espère, très bientôt construire ou ouvrir une ambassade au Maroc, au Rabat, au Casablanca, et vous aussi, une ambassade ici, j'espère, à Jérusalem. Et c'est le ministère des Extérieurs, c'est eux qui sont chargés de tout ça. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et
à une prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup à vous de me voir accueillir. Merci. Bye bye.